pendant un long vol de Londres à Paris. La fille de 6 ans d'un milliardaire, paralysée de la taille aux pieds depuis sa naissance, se mit à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Pendant plus de 3 heures, rien ni personne ne réussit à la calmer. Son père, désespéré, avait tout essayé, tout ce que l'argent pouvait acheter, mais en vain. Alors que tout le monde semblait avoir abandonné et que les passagers commençaient à s'impatienter, un petit garçon assis en classe, économique, se leva, s'avança vers la première classe et fit quelque chose d'inattendu que personne n'aurait pu imaginer. Dans la section luxueuse de la première classe, Richard Duval était assis le visage fermé. Le vol de Londres, à Paris, aurait dû être paisible, mais malgré le confort, les repas raffinés et le service irréprochable, il se sentait complètement impuissant. Sa fille Émilie, 6 ans, pleurait sans interruption depuis des heures. Ce n'étaient pas des caprices d'enfant, c'était un cri de douleur perçant continu. Richard savait pourquoi. Émilie était paralysée depuis sa naissance et souffrait toujours terriblement lors des vols à cause de la pression atmosphérique. Ses jambes la faisaient souffrir au point de la rendre inconsolable, et ce jour-là, la douleur semblait pire que jamais. Richard avait tout tenté. Il lui avait donné sa tablette pour regarder ses dessins animés préférés, lui avait offert sa peluche favorite et même promis qu'ils iraient à Disneyland Paris dès leur arrivée. Rien n'y faisait. Elle pleurait encore et encore, attirant les regards exaspérés. Les passagers de première classe, habitués au calme, commençaient à s'agacer. Ils échangeaient des regards, murmuraient entre eux, certains soupiraient bruyamment. Richard sentait la tension monter autour de lui, et plus encore à l'intérieur de lui, un mélange de culpabilité, de frustration et d'impuissance. Une hôtesse s'approcha, gardant un ton poli. Elle se pencha légèrement et lui suggéra doucement de peut-être emmener Émilie vers l'arrière de l'avion, là où ses pleurs dérangeraient moins les autres passagers. À ces mots, quelque chose se brisa en lui. Richard Duval, un homme habitué au respect, à la déférence, se retrouvait à devoir déplacer sa fille comme un problème qu'on voulait cacher. Son visage devint rouge. Il se leva brusquement, la voix tremblante d'émotion, protestant que sa fille avait autant de droits que quiconque d'être ici. Émilie, elle continuait de pleurer, indifférente à la richesse et au statut. Richard, en sueur, ne savait plus quoi faire. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait sans défense, entouré de luxe inutile. À l'arrière de l'appareil, un garçon de 7 ans, nommé Michael Dupont, était assis calmement en classe économique. Il venait d'une famille modeste et ne portait ni vêtements coûteux, ni écouteurs dernier cri. Il voyageait avec sa grand-mère, Mamie Jeanne, qui dormait à côté de lui. Depuis un moment, Michael entendait les pleurs venant de la première classe. D'abord curieux comme tout le monde, il finit par ressentir de la peine pour la petite fille. Le son de ses sanglots lui rappelait son petit cousin qui pleurait parfois de douleur à cause de son ventre. Il regarda autour de lui. Personne ne faisait rien. Les gens étaient agacés, mais pas un seul ne tentait d'aider. Alors, sans réfléchir longtemps, Michael se leva. Il ne demanda pas la permission. Il remonta l'allée avec un air décidé. Les passagers le regardaient intrigués. Il n'avait rien à faire en première classe, mais il s'en moquait. Il avait une idée, et il allait l'essayer. En arrivant devant la cloison qui séparait les classes, les hôtesses furent surprises. L'une d'elles voulut l'arrêter, mais Michael bougea vite et attrapa l'extincteur fixé au mur. Avant que quiconque comprenne ce qu'il faisait, il le pointa vers les jambes d'Émilie et appuya sur la gâchette. Un souffle de brume glacée jaillit aussitôt.
Le bruit fit sursauter tout le monde. Des cris fusèrent, des passagers reculèrent. Une nuée blanche enveloppa la fillette. D'abord, Richard resta figé, choqué. Il ne comprenait pas. Personne ne comprenait. Cela semblait fou dangereux. Mais soudain, les pleurs cessèrent. Le froid avait engourdi les jambes d'Émilie. Ses yeux clignèrent surpris par cette sensation nouvelle. Pour la première fois depuis des heures, le silence régna dans la cabine. Michael resta immobile, tenant toujours l'extincteur, attendant de voir si cela avait fonctionné. Richard le fixait sans voix. Les hôtesses accoururent, lui retirèrent l'appareil des mains et le réprimandèrent vivement. L'une d'elles prit le micro pour prévenir le commandant de bord. Une autre hôtesse attrapa le bras du garçon et lui demanda où étaient ses parents. Michael ne résista pas. Il resta simplement debout, tranquille, et montra du doigt Émilie. « Elle ne pleure plus », dit-il calmement. Et c'était vrai. Émilie ne pleurait plus. Sa respiration s'était apaisée. Ses petites mains, qui serrèrent sa peluche avec force, se détendaient peu à peu. Elle leva les yeux vers son père confuse, mais apaisée. Richard la regarda, puis tourna les yeux vers le garçon, incapable de comprendre ce qu'il venait de se passer. Pendant des heures, il avait essayé tout ce que l'argent pouvait offrir, divertissement, promesses, confort. Rien n'avait marché. Et voilà qu'un enfant, sans richesse ni statut, avait réussi ce que lui n'avait pas pu faire. Les hôtesses, constatant l'amélioration de l'état d'Émilie, commencèrent à se calmer. Richard finit par parler. Il demanda au garçon son nom. « Michael », répondit-il. Richard hocha lentement la tête. Les autres passagers, qui regardèrent la scène avec un mélange d'effroi et de curiosité, semblaient eux aussi déconcertés. L'ambiance dans la cabine changea. Certains murmuraient « peut-être que ça a aidé » ou encore « elle est enfin tranquille ». Quelques-uns sourirent même. Les hôtesses, encore nerveuses mais soulagées, cessèrent de crier. Elles nettoyèrent la mousse blanche répandue, mais ne renvoyèrent pas immédiatement le garçon à sa place. Richard se pencha et observa les jambes de sa fille. La brume froide avait laissé une fine pellicule de mousse blanche, mais elle ne semblait plus souffrir. Il essuya doucement les traces avec une serviette, puis leva les yeux vers Michael. « Merci », dit-il d'une voix basse et sincère. Michael haussa les épaules. « Je pensais juste que ça pouvait t'aider », répondit-il simplement. Émilie le regarda et lui adressa un petit sourire fatigué. Ce n'était pas un grand sourire, mais il était vrai. Michael lui rendit son sourire. Le reste du vol fut différent. Émilie resta calme. Richard, silencieux, lui tenait la main, tout en jetant de temps en temps un regard vers Michael, repensant à tout ce qui venait de se passer. Tout son pouvoir, toute sa fortune n'avaient servi à rien. Et un enfant sans argent ni prestige avait réussi à apaiser sa fille. Richard savait qu'il n'oublierait jamais cela. L'avion poursuivait sa route vers Paris, mais quelque chose en lui avait changé. Il ne savait pas encore quoi, mais il le sentait. Il observa Michael retourner tranquillement à sa place, en classe économique, s'asseoir à côté de mamie Jeanne, qui dormait toujours comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Et tout autour d'eux, pour la première fois depuis des heures, régna la paix. Quelques minutes plus tôt, la première classe était plongée dans la panique et la frustration. Un enfant venait de saisir un extincteur et d'en asperger les jambes d'une petite fille. Des passagers avaient crié, certains s'étaient levés, d'autres avaient exigé une intervention immédiate de l'équipage. Un homme avait hurlé que c'était dangereux, une femme s'était caché le visage horrifié. Les hôtesses avaient accouru des deux côtés de la cabine pour tenter de reprendre le contrôle. Mais alors, un événement inattendu s'était produit.
Émilie, la fillette, qui pleurait depuis des heures, s'était tue d'un coup. Son visage crispé par la douleur s'était détendu. Le silence qui suivit sembla étrange. Les passagers se regardaient, stupéfaits. Le garçon toujours debout près de Richard et d'Émilie n'avait pas l'air effrayé. Il paraissait calme, comme s'il avait fait quelque chose de tout à fait normal. Les hôtesses, essoufflées, observaient la fillette en silence. Personne n'osa parler. Tout le monde attendait. Finalement, Michael rompit le silence. Il leva les yeux vers les hôtesses, puis vers Richard. « Elle a des douleurs neuropathiques, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Richard, encore sous le choc, hocha lentement la tête. Michael montra l'extincteur. « Ma sœur est aussi en fauteuil roulant. Elle a le même genre de douleur, surtout quand on prend l'avion. Parfois c'est si fort qu'elle n'arrive plus à s'arrêter de pleurer. Le froid aide à calmer la douleur. C'est ma grand-mère qui me l'a appris. » Sa voix était posée sans peur. Il ne ressemblait pas à un garnement, mais à un enfant qui savait de quoi il parlait. Les hôtesses échangèrent un regard. Richard cligna des yeux, encore perdu dans ses pensées. Émilie, désormais assise calmement, respirait doucement. Sa peluche reposait sur ses genoux. Elle ne pleurait plus, juste un silence apaisant. Certains passagers, qui criaient quelques instants plus tôt, regardaient maintenant le garçon avec incrédulité. Le même enfant qu'ils avaient en jugé avait ramené la paix à bord. Richard se pencha vers lui. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Michael » répondit le garçon. « J'ai 7 ans. Je vais à l'école publique. J'aime beaucoup les sciences. Je lis sur le système nerveux à cause de ma sœur. Un jour, je veux devenir médecin. » Ces mots étaient simples mais lourds de sens. Il ne se vantait pas, il expliquait. Richard sentit quelque chose bouger en lui. Lui qui avait passé sa vie entouré d'experts, de médecins réputés et de consultants hors de prix. Il avait payé les meilleurs médecins et spécialistes pour Émilie voyager dans plusieurs pays, visiter les hôpitaux les plus réputés, et pourtant aucun d'entre eux n'avait réussi ce que ce garçon venait de faire. Richard le fixa, non pas avec pitié, ni incompréhension, mais avec un véritable intérêt. Michael le regarda droit dans les yeux, sans peur ni excuse. Il avait agi parce qu'il pensait que c'était la bonne chose à faire. Il n'avait eu besoin de la permission de personne. Émilie tourna lentement la tête vers lui. Son visage était encore pâle, ses yeux rouges d'avoir pleuré, mais quelque chose avait changé du soulagement. Elle lui adressa un très léger sourire. Michael répondit par un autre discret, sans rien dire. Il ne voulait pas attirer l'attention. Une hôtesse s'agenouilla près d'Émilie. Pour vérifier qu'elle allait bien, lui toucha doucement le bras et demanda « Ça va, ma chérie ?» La fillette acquiesça faiblement. L'hôtesse se releva, jeta un regard à Michael, puis à Richard. « Je crois que ça a marché », murmura-t-elle. Richard hocha la tête, toujours stupéfait. Autour d'eux, la cabine était silencieuse. Plus personne ne se plaignait. Quelques passagers chuchotaient, mais le ton avait changé. Certains avaient l'air impressionnés. Une femme leva discrètement le pouce. Un homme qui avait crié plus tôt baissa la tête, gêné. La tension avait disparu. Il ne restait qu'un calme étrange, presque respectueux. Michael recula d'un pas, prêt à retourner à sa place, mais Richard l'arrêta. « Attends, tu as dit que ta sœur est aussi en fauteuil roulant. » Le garçon acquiesça. « Oui, depuis qu'elle a 2 ans. Elle a souvent de fortes douleurs nerveuses, surtout quand on prend l'avion. Une fois ma grand-mère a utilisé par accident une bombe d'air froid sur ses jambes et ça l'a soulagée. Depuis, on se sert de spray rafraîchissant quand on voyage. Mais cette fois, ils n'ont pas voulu que j'en apporte, alors j'ai essayé autre chose. »
Son explication était claire. Il n'avait pas agi par jeu, ni par imprudence, mais avec réflexion. Richard regarda l'hôtesse qui paraissait incertaine. Les règles disaient que ce qu'il avait fait était interdit, mais il avait soulagé une enfant en souffrance. Ce n'était pas facile à juger. Un passager se leva et déclara « Le garçon devrait rester ici un moment. Il a fait plus de bien que nous tous, réunis. » Plusieurs opinèrent. Richard observa Michael pensif. Le garçon s'approcha lentement d'un siège vide à côté de lui. Personne ne l'en empêcha. Il s'assit regardant Émilie qui jouait maintenant calmement avec sa peluche. Richard inspira profondément. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une paix étrange. Pas parce que tout était résolu, mais parce qu'un enfant lui avait montré une autre voie. Michael n'avait ni argent, ni pouvoir, mais il possédait quelque chose de plus grand, la connaissance, le courage et la bonté. Et cela changeait tout. Richard avait toujours cru que l'argent pouvait tout réparer, mais ce jour-là, dans cet avion, un enfant sans moyens avait fait ce qu'il n'avait pas su faire. Michael n'avait rien demandé, aucune récompense, aucun remerciement. Il voulait juste aider. Cette sincérité et ce courage touchèrent profondément Richard. Il regarda autour de lui. Les passagers s'étaient calmés, certains avaient repris leur lecture ou leurs écouteurs. Les hôtesses ne paniquaient plus. L'avion avait retrouvé sa tranquillité. Émilie respirait régulièrement, semblait confortable. Richard remit doucement une couverture sur ses jambes, puis se tourna vers Michael. « Tu veux quelque chose à manger ?» demanda-t-il. Le garçon secoua la tête. « Non merci, j'ai mangé un sandwich tout à l'heure. » Richard hocha la tête sans trouver de mots. Lui qui avait toujours toutes les réponses se retrouvait muet. Il baissa les yeux vers ses mains, puis regarda de nouveau l'enfant. « Merci, » dit-il à voix basse, « d'avoir aidé ma fille. » Michael hocha simplement la tête. « Je suis content qu'elle aille mieux. » Il regarda par le hublot sans attendre rien de plus. Richard s'adossa à son siège réfléchissant à tout ce qui venait de se passer, à toutes ces fois où il avait voulu protéger Émilie, à tout ce qu'il avait tenté. Et pourtant, c'était ce moment, cette rencontre inattendue, qui venait de lui rendre quelque chose qu'il croyait perdu depuis longtemps, l'espoir. Pas celui qu'on achète, mais celui qui naît de la bienveillance sincère. Pour la première fois depuis longtemps, Richard se dit que peut-être tout irait bien. Lorsque l'avion atterrit et que les passagers commencèrent à rassembler leurs affaires, Richard Duval resta assis perdu dans ses pensées. Émilie dormait maintenant la tête posée contre son bras, enfin paisible. Michael, à quelques mètres, attendait calmement avec mamie Jeanne que vienne leur tour de sortir. Richard le regardait encore. Ce garçon avait changé le cours de ce vol par un seul geste. Il n'était pas habitué à se sentir aussi reconnaissant, encore moins envers un enfant. Alors que les passagers quittaient lentement l'avion, Richard réveilla doucement Émilie et l'aida à s'asseoir. Il se leva, prit son sac et s'avança vers Michael et sa grand-mère. « Excuse-moi, » dit-il en s'adressant au garçon. Michael se tourna incertain de ce qu'il attendait. « Accepterais-tu de passer les 3 prochains jours à Paris avec moi et ma fille ?» Michael cligna des yeux. « Pourquoi ?» Richard esquissa un léger sourire. « Parce que tu as fait quelque chose d'incroyable, et j'aimerais te remercier. Je m'occuperai de tout hôtel-repas, tout ce dont tu as besoin. Juste ta compagnie et ton aide. » Il regarda sa grand-mère qui haussa les sourcils surprise, mais ne dit rien immédiatement. Puis il se tourna de nouveau vers Richard. « Et ma mère ?» demanda-t-il. « Elle travaille 2 emplois en ce moment,
et ma petite sœur a parfois besoin de moi. » Richard hocha lentement la tête, appréciant le sens des responsabilités du garçon. « Tu peux l'appeler. Nous expliquerons tout. Je m'assurerai qu'elle sache que tu es en sécurité, et si elle a besoin de quoi que ce soit, pendant que tu es avec nous, je m'en occuperai aussi. » Michael hésita. Tout cela était beaucoup à absorber. Il n'était pas habitué à ce que l'on lui offre quelque chose, et encore moins qu'un homme riche l'invite à séjourner dans un hôtel de luxe. Cela lui semblait étrange, mais l'idée de découvrir Paris, vraiment le voir, était excitante. Il n'était jamais entré dans un hôtel, 5 étoiles jamais mangé dans un restaurant chic. Plus encore, il pourrait apprendre de nouvelles choses, visiter des lieux qu'il n'avait vus que dans des livres. Il regarda de nouveau sa grand-mère. Elle hocha la tête. « C'est ton choix, Michael, » dit-elle doucement. Après un rapide appel à sa mère pour lui expliquer la situation, Michael accepta. Sa mère, bien que surprise, fut d'accord, après avoir parlé directement avec Richard et entendu les détails. Richard fit en sorte que son assistant organise le transport de la grand-mère de Michael, puis conduisit Michael et Émilie vers une voiture noire qui les attendait. Elle était grande, impeccable, avec des sièges en cuir et de l'eau fraîche dans les porte-gobelets. Michael monta lentement, nerveux mais curieux. Lorsque la voiture commença à traverser les rues animées de Paris, Richard se mit à parler. « Tu sais, » dit-il, « je ne suis pas né riche. » Michael le regarda avec intérêt. « Vraiment ?» Richard hocha la tête. « J'ai grandi dans une petite ville. Mes parents travaillaient dans une usine. Nous n'avions pas grand-chose. Mais quand j'étais adolescent, j'ai rencontré un homme qui m'a donné une chance. Il a vu quelque chose en moi et m'a offert mon premier travail dans la tech, et cela a changé ma vie. » Michael écoutait attentivement. Il s'était toujours demandé comment les riches arrivaient là où ils étaient. « Tu as beaucoup étudié ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Richard, « mais pas dans une grande école. J'ai appris par moi-même. J'ai lu des livres à la bibliothèque exactement comme toi. » Michael sourit. « Je vais à la bibliothèque municipale près de chez moi. Ils n'ont pas beaucoup de livres récents, mais j'aime ceux sur les sciences, surtout la biologie humaine et la physique. » Richard parut impressionné. « À ton âge, je ne savais même pas la moitié de ce que tu sembles déjà comprendre. Tu es intelligent, Michael. Tu réfléchis vite, c'est rare. » Michael baissa les yeux embarrassés mais heureux. Il n'était pas habitué à recevoir des compliments d'adultes, encore moins de quelqu'un comme Richard. Ils roulèrent un moment en silence. Puis Émilie parla doucement. « Michael, tu vas vraiment rester avec nous ?» Michael tourna la tête et acquiesça. « Oui, si ça te va. » Émilie sourit. « Je suis contente. » Le reste du trajet se fit plus facilement. Michael regardait par la fenêtre, observant les grands immeubles et les lumières colorées défiler. C'était une facette de Paris qu'il n'avait jamais vue. Il se sentait nerveux, mais aussi excité de découvrir ce que les prochains jours allaient lui apporter. À leur arrivée à l'hôtel, la bouche de Michael s'ouvrit. L'immeuble était immense. À l'intérieur, tout était propre et brillant. Le sol semblait en verre, et le personnel de la réception portait des costumes assortis. Richard s'avança avec assurance, salua le personnel et reçut les clés de leur chambre. Ils allaient en séjourner dans une grande suite située à l'un des étages supérieurs. Le trajet en ascenseur fit légèrement craquer ses oreilles, et lorsque les portes s'ouvrirent, il entra dans la plus grande chambre d'hôtel qu'il ait jamais vue. Il y avait 2 chambres, un salon avec une grande télévision et d'énormes fenêtres donnant sur la ville. Michael s'approcha de la fenêtre et observa le paysage. « On peut tout voir d'ici, » dit-il.
Richard hocha la tête. « Tu dormiras ici, » dit-il en désignant la deuxième chambre. « Il y a des snacks dans le frigo et des films à la télévision. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande simplement. » Michael s'assit au bord du lit, essayant encore de croire que tout cela était réel. Émilie entra et lui tendit une peluche. « Tu peux l'emprunter, » dit-elle. Michael sourit et la remercia. Ce soir-là, après le dîner au restaurant de l'hôtel, tous trois s'assirent dans le salon pour discuter. Richard posa à Michael davantage de questions sur sa vie. Michael expliqua qu'il vivait dans un quartier surpeuplé. Sa mère travaillait comme femme de ménage le jour et dans un restaurant la nuit. Il s'occupait de sa petite sœur après l'école et faisait ses devoirs tard le soir. « Parfois j'étudie à la lampe de poche parce que ma sœur dort, » dit-il. « Mais j'aime apprendre. Je veux devenir quelqu'un qui peut aider les autres comme un médecin ou un scientifique. » Richard écoutait en silence. Il voyait là quelque chose de spécial en Michael. Non seulement du courage, mais un cœur plein de gentillesse et de détermination. « Tu n'es pas seulement intelligent, » dit Richard. « Tu es fort et tu prends soin des autres. C'est ce qui te rend différent. » Michael le regarda et hocha la tête. « Je veux juste améliorer les choses pour ma famille, pour les autres. » Richard sentit quelque chose changer profondément en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait plus comme un homme d'affaires, mais comme un père, et peut-être même comme un mentor. Le matin de la conférence médicale commença tôt. Richard, Émilie et Michael quittèrent l'hôtel ensemble dans un SUV noir en direction du centre de convention de Paris. Émilie était soigneusement habillée, les cheveux attachés en queue de cheval, avec un petit sourire sur le visage. Elle semblait plus détendue maintenant que Michael était à ses côtés. Il poussait doucement son fauteuil et discutait avec elle tout le trajet, lui demandant si elle était nerveuse et racontant des histoires drôles pour la faire rire. Richard marchait à leur côté, observant silencieusement leur interaction. La conférence était immense, avec des participants venus du monde entier. Médecins scientifiques et experts médicaux remplissaient les couloirs. Des stands présentaient de nouvelles technologies, traitements et recherches sur la paralysie. Émilie regardait autour d'elle un peu impressionnée au début, mais Michael restait proche. Il montrait des choses intéressantes et expliquait ce qu'il comprenait. De manière surprenante, il semblait savoir beaucoup de choses. En entrant dans l'auditorium principal, Richard présenta Émilie et Michael à quelques médecins. L'un d'eux posa une question à Michael, qui répondit clairement parlant des signaux nerveux et de la thérapie par le froid. Au début des présentations, Michael écoutait attentivement. Chaque intervenant utilisait des diapositives et des termes techniques, mais il suivait parfaitement. À un moment, lors d'un panel sur de nouvelles thérapies, l'animateur ouvrit le débat aux questions. Michael leva la main. Certains furent surpris. C'était juste un enfant, mais le modérateur hocha la tête et lui donna le micro. Michael se leva et demanda « Est-ce que l'une de ces thérapies a été testée lors de changements d'altitude? Ma sœur souffre plus dans les avions, et aucun médicament n'aide à moins d'utiliser quelque chose de froid. » Il y a eu une pause. Un des médecins sur scène se pencha et dit « C'est une très bonne question. En réalité, non. La plupart des essais ne simulent pas l'altitude. » Un autre expert ajouta « Mais peut-être qu'ils devraient. C'est une situation réelle à laquelle les patients font face. » Michael hocha la tête et s'assit. Quelques personnes applaudirent. Richard se pencha vers Émilie et murmura
Tu vois, c'est le genre de réflexion dont les médecins ont besoin. » Émilie sourit et applaudit également, fière de Michael. Plus tard, pendant une pause, plusieurs personnes vinrent lui parler et lui demander son expérience. La seconde partie de la journée comprenait des démonstrations en direct de nouveaux dispositifs d'assistance et de méthodes thérapeutiques. Émilie en testa quelques-uns avec l'aide de Michael. Un dispositif utilisait de douces vibrations pour détendre les muscles des jambes. Un autre était une tablette avec un jeu aidant les enfants handicapés à améliorer leur coordination. Michael donnait son avis sur chaque appareil, non pas comme patient, mais comme quelqu'un qui comprenait leur fonctionnement. Il suggérait des améliorations comme rendre les boutons plus faciles à presser ou clarifier les instructions. Quelques médecins prenaient des notes pendant qu'il parlait. L'un d'eux, un homme âgé venu d'Allemagne, dit « Tu as un esprit très vif, jeune homme. As-tu pensé à étudier la médecine ?» Michael sourit timidement et hocha la tête. « C'est ce que je veux. Je veux devenir médecin, pour aider des gens comme ma sœur et Émilie. » Émilie, assise à côté de lui fit un petit high five. Richard, debout à proximité, entendit chaque mot. Il ressentit quelque chose de chaleureux en lui, de la fierté, de l'admiration, et un lien croissant avec ce garçon qui avait fait irruption dans leur vie de manière inattendue quelques jours auparavant. À la fin de la journée, la conférence commença à se terminer. Les participants échangèrent leurs contacts, et un dernier intervenant fit un résumé de l'événement. Richard se tenait dans le hall principal avec Michael et Émilie, attendant leur voiture. Richard se tourna soudain vers Michael. « Tu sais, » commença-t-il, « j'ai réfléchi à quelque chose. » Michael leva les yeux. « Quoi donc ?» Richard inspira profondément. « Émilie a traversé tellement de choses et tu l'as aidée plus en 2 jours que quiconque ne l'a fait depuis des années. Mais ce n'est pas tout. Tu es courageux, intelligent et gentil. Et je vois quelque chose de spécial en toi. Pas seulement du potentiel, mais une famille. » Michael ne répondit pas. Richard continua. « Je ne te demande pas de quitter ta mère ou ta sœur. Elles font partie de tout cela aussi. Mais j'aimerais t'inviter à faire partie de notre famille. Pas en tant qu'employé, pas en tant que quelqu'un qui nous doit quelque chose, mais en tant que personne qui marche à nos côtés, côte à côte. » Les yeux de Michael s'agrandirent. Émilie se tourna vers lui souriante. « J'aimerais ça, » dit-elle doucement. « Moi aussi, » murmura Michael, stupéfait. Au début, Michael ne savait pas quoi dire. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Il regarda Richard, puis Émilie, puis baissa les yeux vers le sol. Sa poitrine semblait lourde, comme si quelque chose y était coincé. Ses mains tremblaient légèrement. Lentement, il hocha la tête. « Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais eu de père, » dit-il. « J'ai toujours essayé de m'occuper de ma sœur. Je ne pensais pas que quelqu'un voudrait un jour que je fasse partie de sa famille. » Sa voix se brisa et ses yeux se remplirent de larmes. Richard s'avança et posa une main sur son épaule. « Tu as pris soin des autres toute ta vie. Laisse quelqu'un prendre soin de toi maintenant. » Michael essuya ses yeux et laissa échapper un petit rire. « D'accord, » dit-il, « j'aimerais ça. » Émilie tendit la main et serra la sienne. « Nous serons comme une équipe, » dit-elle. Richard sourit. « Exactement, une équipe. » Ils restèrent quelques instants en silence, simplement à savourer ce nouveau sentiment d'appartenance. Puis la voiture arriva, et ils retournèrent ensemble à l'hôtel. Cette nuit-là, dans la chambre, tout semblait différent. Pas à cause de l'endroit de la vue ou de la nourriture, mais parce qu'un nouveau lien s'était créé entre eux. Michael s'assit sur le canapé avec Émilie pour regarder un film.
Elle riait plus librement, maintenant lui demandait d'expliquer certaines parties du film et s'appuyait sur lui comme sur un ami, pas seulement un aide. Richard était assis à proximité, lisant les messages des organisateurs de la conférence. Beaucoup mentionnaient Michael. Certains voulaient en savoir plus sur ce garçon qui avait impressionné les experts par ses questions simples et honnêtes. Richard posa son téléphone et regarda les deux enfants. Il pensa à quel point la vie pouvait changer rapidement. Il y a seulement quelques jours, il se sentait impuissant. Émilie pleurait de douleur et il ne pouvait rien faire. Puis un garçon inconnu surgit de nulle part et changea tout. Richard n'était pas un homme qui croyait au destin ou à la magie, mais il croyait aux gens. Et il croyait en Michael. Un nouveau chapitre venait de commencer pas seulement pour Émilie, mais pour eux trois. Un lien fort et réel s'était formé, et ce n'était que le début. Le lendemain du retour aux États-Unis, Richard savait qu'il ne pouvait pas attendre plus longtemps. Il devait parler directement à la mère de Michael. Ce n'était pas quelque chose à gérer par téléphone ou par l'intermédiaire d'assistants. C'était personnel. Tôt le matin, il organisa une voiture et demanda à Michael l'adresse de son domicile. Le garçon hésita au début incertain, que ce soit une bonne idée, mais Richard le rassura. « Si nous voulons avancer dans quoi que ce soit, ta mère doit en faire partie. » Le trajet jusqu'au quartier prit presque 1 heure, et à mesure qu'ils approchaient, Richard remarqua la différence. Les rues étaient étroites et bondées. De vieux immeubles se tenaient serrés beaucoup, nécessitant des réparations. De petits commerces bordèrent les routes et les gens se déplaçaient dans toutes les directions. C'était un endroit plein de vie, mais manifestement en difficulté. À leur arrivée, Michael guida Richard et Émilie jusqu'au 3e étage d'un immeuble qui sentait le vieux bois et les produits de nettoyage. Michael frappa à la porte. Une femme fatiguée ouvrit. « Maman, dit-il, voici Monsieur Richard. » Madame Dupont regarda Richard avec surprise. Elle ne s'attendait pas à une visite, encore moins de la part d'un homme comme lui. Elle s'écarta rapidement et les invita à entrer. L'appartement était petit, mais propre. Le mobilier était ancien, mais tout était bien organisé. Une photo de Michael et de sa petite sœur trônait sur une étagère. Richard se présenta à nouveau et la remercia de les recevoir. Madame Dupont, vêtue d'un uniforme simple, leur proposa de s'asseoir. Émilie resta proche de Michael, tenant sa main. Après quelques minutes de conversation polie, Richard alla droit au but. « Nous sommes venus ici parce que j'ai vu quelque chose de rare chez ton fils. Il est intelligent, gentil, et il a aidé ma fille d'une manière que personne d'autre n'aurait pu. J'aimerais l'aider à obtenir l'éducation qu'il mérite. Je veux payer pour qu'il fréquente l'une des meilleures écoles du pays, avec un soutien complet jusqu'à l'université. » Le visage de Madame Dupont changea. Elle semblait surprise, confuse, même un peu méfiante. Elle redressa la posture et demanda « Pourquoi ?» « Parce que je crois au potentiel, et je crois que Michael a quelque chose de spécial. Je ne suis pas ici pour l'emmener loin de vous. Je ne demande rien en retour. Je propose simplement une meilleure chance pour un avenir à la hauteur de son talent. » Madame Dupont resta silencieuse. Elle regarda son fils, puis Émilie, qui souriait doucement, puis Richard. « Vous comprenez, monsieur Richard, dit-elle. J'ai élevé mes enfants pour qu'ils soient prudents. Nous ne faisons pas facilement confiance. Nous avons déjà vu des promesses qui se sont transformées en rien. » Richard hocha la tête. « Je comprends. Et vous avez parfaitement le droit de poser des questions. Tout ce que je peux vous dire, c'est ceci. Je suis père, et j'ai vu comment votre fils a traité ma fille, avec soin, respect.
et une sagesse bien au-delà de son âge. Il n'est pas seulement intelligent, il est bon, et je veux lui donner les outils dont il a besoin pour devenir la personne qu'il est déjà en train de devenir. Michael baissa les yeux, essayant de cacher ses émotions. Madame Dupont prit une profonde inspiration et s'appuya dans son fauteuil, réfléchissant encore attentivement. Enfin, elle demanda « Et nous alors, notre famille? Si Michael va dans une école pour riches, serons-nous laissés pour compte ?» Richard secoua la tête. « Non, je ne le séparerai jamais de sa famille. Nous vous inclurons dans tout. Vous rencontrerez le personnel de l'école, vous approuverez les plans, vous resterez impliqués à chaque étape. » Michael ajouta « Maman, ils ne cherchent pas à m'emmener, ils veulent m'aider. » Sa voix était douce mais claire. Émilie tendit la main et prit celle de Michael à nouveau. « Il m'a aidé, Madame Dupont, quand personne d'autre ne le pouvait. Je n'avais pas peur quand il était là. Je me sentais mieux. » Madame Dupont regarda son fils à nouveau. Ses yeux commencèrent à se remplir de larmes. Je lui ai toujours dit qu'il avait quelque chose de spécial. Même quand je ne pouvais pas lui donner grand-chose, je lui disais de ne jamais arrêter de rêver. Elle essuya ses yeux avec sa manche. « D'accord, » dit-elle enfin. « Si c'est vrai, et que vous me promettez que c'est pour l'aider, pas pour l'exploiter, alors oui, j'accepte. » Les yeux de Michael se remplirent aussi de larmes. Il hocha la tête rapidement, incapable de parler. Le reste de la visite fut rempli de discussions supplémentaires. Madame Dupont demanda des détails sur l'école, les matières, l'hébergement et le fonctionnement général. Richard promit une transparence totale et expliqua que son équipe la contacterait avec tous les détails par écrit. Michael montra sa chambre à Émilie, qu'il partageait avec sa petite sœur. Elle était petite, avec des affiches sur les murs et des livres empilés sur les étagères. Émilie regarda autour d'elle et sourit. « J'aime bien, » dit-elle. « C'est confortable. » Michael sourit, en retour fier de partager un morceau de son monde. Plus tard, Richard et Madame Dupont échangèrent leurs numéros et convinrent de se revoir bientôt. Avant de partir, Madame Dupont prit Richard à part et dit « Vous avez vu quelque chose en lui. Merci de ne pas avoir détourné le regard à cause de l'endroit où nous vivons. » Richard répondit « L'endroit où quelqu'un vit ne définit pas qui il est. Votre fils m'a appris cela. » En quittant l'appartement, Michael marchait aux côtés d'Émilie, tenant son fauteuil d'une main. Cela ne semblait plus étrange. Cela paraissait normal, comme s'il était exactement là où il devait être. Dans la voiture du retour, le silence régnait au début. Émilie se pencha en arrière dans son siège, fatiguée, mais heureuse. Michael regardait par la fenêtre encore, en train de tout assimiler. Richard brisa le silence. « Ça s'est mieux passé que je ne l'espérais. » Michael hocha la tête. « Ma mère est juste protectrice, mais elle est bien. Elle veut juste s'assurer que je ne me blesse pas. » Richard sourit. « C'est une femme forte. Tu lui ressembles. » Michael laissa échapper un petit rire. « Elle travaille dur. Elle ne nous laisse jamais manquer de rien. Même quand nous n'avons pas beaucoup, elle fait en sorte que ça marche. » Richard le regarda avec admiration. « J'espère qu'un jour, tu pourras lui rendre tout ce qu'elle t'a donné. »« C'est mon plan, » répondit Michael. À l'approche de l'hôtel, Émilie tendit la main et tapa doucement le bras de Michael. « Tu fais maintenant partie de notre équipe, tu te souviens. » Michael sourit. « Oui, je m'en souviens. » Et comme ça, quelque chose de calme et puissant s'installa entre eux. Pas seulement une promesse, mais un commencement, un nouveau chemin, partagé par 3 personnes qui n'avaient autrefois rien en commun,
mais qui avait maintenant tout à gagner. Michael se tenait à l'entrée de sa nouvelle école, un bâtiment haut et impressionnant en plein cœur de Paris City. L'enseigne au-dessus des portes montrait le nom de l'école, connue pour ses normes élevées, ses laboratoires modernes et ses élèves issus de familles riches et influentes. Michael tenait fermement son sac à dos. C'était le même qu'il utilisait à l'école publique un peu usée, mais encore en bon état. En voyant les élèves passer devant lui dans leurs uniformes impeccables, parlant avec assurance, il se sentit hors de place. Ses chaussures étaient plus vieilles que celles de la plupart des autres. Il n'avait pas de tablette ni de montre sophistiquée comme beaucoup d'entre eux. Même si Richard et Émilie croyaient en lui et qu'il avait été invité ici à cause de ce qu'il avait fait, Michael était encore nerveux. Cet endroit était différent. Il n'était qu'un garçon pauvre d'un petit appartement dans un quartier surpeuplé. Ce sentiment le suivit alors qu'il entrait dans le bâtiment, traversant les couloirs animés, remplis d'élèves qui ne le connaissaient pas jusqu'à sa première classe de la journée La Science. Michael prit place vers le milieu de la salle. Les chaises étaient larges, les bureaux impeccables, et tout sentait le neuf. L'enseignant, un homme nommé M. Berger, se tenait devant la classe, écrivant des formules au tableau. Michael regarda autour de lui. Certains élèves semblaient ennuyés, d'autres tapaient rapidement sur leurs tablettes. À côté de lui, un garçon se présenta. « Je m'appelle David, » dit-il. « Boursier, moi aussi. » Michael hocha la tête un peu soulagé de rencontrer quelqu'un comme lui. Ils se serrèrent la main, et David se pencha pour lui chuchoter. « Ne les laisse pas t'atteindre. Certains de ces types sont vraiment désagréables. » Michael esquissa un petit sourire. C'est alors qu'il entendit quelqu'un rire derrière lui. « On dirait qu'on a encore plus de cas de charité cette année, » dit un garçon aux cheveux parfaits et au ton aigu. Il s'appelait Étienne. Il portait le blason de l'école comme s'il avait été fait pour lui. Michael l'ignora, mais Étienne continua. « J'espère que tu sais comment survivre ici. Ce n'est pas une bibliothèque publique. » Quelques élèves rirent doucement. Michael resta silencieux, ne voulant pas créer de conflit. Le véritable défi arriva plus tard dans la leçon. M. Berger commença à parler du système nerveux en se concentrant sur la façon dont les signaux se propagent dans le corps. Il demanda si quelqu'un pouvait expliquer comment la douleur neuropathique affecte les mouvements. Étienne leva rapidement la main et donna une réponse basique. Elle était techniquement correcte, mais manquait de détails. M. Berger hocha la tête puis regarda autour de lui. « Quelqu'un d'autre ?» demanda-t-il. Michael leva lentement la main. Étienne ricana. « Écoutons l'expert » dit-il à voix haute. M. Berger acquiesça vers Michael d'une voix calme. Michael commença. La douleur neuropathique survient lorsque le système nerveux envoie de faux signaux, généralement, à partir de nerfs endommagés ou défectueux. Elle ne suit pas le chemin habituel des blessures. Parfois, le cerveau pense qu'il y a douleur, même s'il n'y a aucune blessure. La thérapie par le froid peut aider en perturbant temporairement les terminaisons nerveuses ou en réduisant leur suractivité. La salle se tut. M. Berger haussa les sourcils. « Très bien expliqué, » dit-il. « Où as-tu appris cela ?» Michael répondit. « Dans la vie réelle. Ma sœur et mon ami en souffrent toutes les deux. » Même David sembla impressionné. Étienne ne dit rien après cela. Il se renversa sur sa chaise et sembla agacé. Michael se concentra sur le reste du cours, répondant correctement à 2 autres questions avant la fin de la leçon. Lorsque la sonnerie retentit, David le rattrapa dans le couloir.
C'était génial, dit-il. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire taire Étienne comme ça. Michael rit légèrement. Je ne cherchais pas à le faire taire. Je voulais juste expliquer, n'est-ce pas? David hocha la tête. Oui, et tu l'as fait. C'était plus que juste. Ils allèrent déjeuner ensemble et Michael se sentit un peu plus à l'aise. La cafétéria était immense, remplie de voix bruyantes et de groupes à chaque table. Il s'assit avec David et quelques autres élèves boursiers amicaux et curieux de savoir d'où ils venaient. Pourtant, au fil de la journée, Michael pensait toujours à Étienne et à la façon dont il le regardait. Il savait qu'il serait probablement confronté à ce genre de situation encore. Cette école pouvait offrir de grandes opportunités, mais ce ne serait pas toujours facile. Ce soir-là, de retour à l'appartement de Richard, Michael s'assit à la table de la cuisine, tandis qu'Émilie jouait à proximité. Il raconta à Richard tout ce qui s'était passé à l'école, les remarques d'Étienne, la question scientifique et la réaction du professeur. Richard écouta attentivement, hochant la tête sans interrompre. Lorsque Michael eut fini, il baissa les yeux et dit « Je ne veux pas prétendre être quelqu'un que je ne suis pas, mais parfois, j'ai l'impression de ne pas avoir ma place ici. » Richard se pencha en avant. « Michael, tu n'as pas à faire semblant. Tu as ta place ici à cause de qui tu es. Pas seulement parce que tu es intelligent, mais parce que tu carres et que tu t'essayes. C'est ce dont ce monde a besoin. Des gens qui connaissent les vrais problèmes et veulent les résoudre. N'apprends pas seulement pour toi. Montre aux autres ce que tu sais. Inspire-les. » Michael leva les yeux. « Tu penses que je peux faire ça ?» Richard sourit. « Je sais que tu peux. » Émilie hocha la tête. « Tu m'as aidé. Peut-être que tu peux aider encore plus de gens. » Michael réfléchit à cela. Peut-être que d'être différent n'était pas une faiblesse. Peut-être que c'était exactement ce qui le rendait précieux dans un endroit comme celui-ci. Plus tard, dans la nuit, allongé dans son lit, Michael fixa le plafond. Son esprit était rempli de pensées. Il se souvenait des regards, des chuchotements et des plaisanteries. Mais il se souvenait aussi du silence dans la salle de classe quand il parlait et des éloges du professeur. Il pensa à David, quelqu'un qui ne l'avait pas jugé, et aux paroles de Richard sur l'inspiration des autres. Il réalisa que même s'il n'avait pas le même argent ou le même milieu que les autres élèves, il possédait quelque chose qu'il n'avait pas, une compréhension profonde des vrais défis et une raison de travailler dur. Il n'apprenait pas seulement des faits, il construisait un futur pour lui-même, sa famille, et peut-être même pour des gens comme Émilie et sa sœur. Cela lui donnait de la force. Il se fit une promesse silencieuse de continuer à apprendre à essayer et à ne jamais avoir honte d'où il venait. Son passé ne le rendait pas moins. Il lui donnait un but. Lorsqu'il ferma les yeux pour dormir, il se sentit plus sûr de lui qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Ce n'était que le début de quelque chose de plus grand. Dans les jours qui suivirent sa première semaine à la nouvelle école, Michael commença à s'adapter. La tension initiale d'être le nouveau garçon pauvre commença à s'estomper. Ce qui prit sa place fut quelque chose d'inattendu, le respect. Cela ne se produisit pas d'un coup. Au début, ce furent de petites choses. Un camarade se tournait vers lui pendant un travail de groupe pour poser une question. Quelqu'un dans le couloir disait « Belle réponse ». En cours de sciences, la veille, les professeurs l'avaient déjà remarqué, mais maintenant les élèves commençaient eux aussi à le remarquer. En biologie, Michael résolut une question compliquée sur la mutation génétique qui avait laissé les autres perplexes. Lorsqu'il l'expliqua, étape par étape, en utilisant un schéma au tableau, même le professeur applaudit légèrement. En physique, il décomposa une formule en parties simples et montra comment
elle s'appliquait à la vie réelle. Personne n'avait jamais vu un élève expliquer les choses ainsi. Les camarades qui murmuraient autrefois sur son passé écoutaient maintenant attentivement lorsqu'il parlait. Peu à peu, l'identité de Michael changea, passant du garçon boursier, pauvre, à quelqu'un qu'ils admiraient. Michael ne se montrait pas fier, ni ne cherchait à se vanter. Il aidait les autres discrètement. Si quelqu'un demandait de l'aide, il ne le refusait jamais. Il restait après les cours pour revoir des problèmes, expliquer les devoirs, ou donner des exemples tirés des livres qu'il avait lus à la bibliothèque. Il aida même David, devenu l'un de ses plus proches amis, à se préparer pour un gros contrôle de chimie. Michael n'avait aucun problème à expliquer plusieurs fois le même concept, et il restait toujours patient. Bientôt, des camarades qui ne lui avaient jamais parlé auparavant demandèrent à s'asseoir près de lui pendant les activités de groupe. Une fille dit même « J'aimerais comprendre les sciences comme toi ». Pour Michael, il ne s'agissait jamais d'être le plus intelligent. Il aimait simplement apprendre et partager ce qu'il savait. Émilie, qui visitait parfois l'école lorsque Richard l'emmenait, observait tout cela avec fierté. Elle attendait Michael près des grilles et souriait à chaque fois que quelqu'un lui faisait signe ou la remerciait. Il était toujours le même garçon qui avait arrêté sa douleur. Mais maintenant, elle pouvait voir que tout le monde commençait à voir ce qu'elle savait depuis toujours. Tout n'était pas parfait. Étienne continuait de faire des remarques. Il se promenait toujours avec son groupe, riait trop fort et lançait de petites insultes à chaque fois qu'il croisait Michael dans le couloir. « C'est sympa d'avoir les profs pour faire tes devoirs. » Ou « Hé génie, t'as le temps de corriger mes notes aussi. » Mais Michael ne répondit jamais avec colère. Il avait appris quelque chose d'important. Les gens comme Étienne ne savaient pas comment gérer la gentillesse. Ainsi Michael continuait son travail, aidait les autres et laissait ses actions parler plus fort que les paroles d'Étienne. Dans une classe, Étienne tenta à nouveau de se moquer de Michael, plaisantant sur le fait qu'il vivait probablement dans un placard. Mais avant que Michael ne puisse répondre, un autre élève dit « Pourquoi ne t'inquiètes-tu pas de tes propres notes, Étienne ?» Cela surprit Michael. Les gens commençaient à le défendre, non pas parce qu'il le demandait, mais parce qu'il avait gagné leur respect. Michael sourit et retourna à ses notes. Il n'avait pas besoin de se battre. Il gagnait déjà, et pas seulement sur le plan académique. À la maison, rien ne changea au niveau des responsabilités. Michael aidait toujours sa sœur cadette, avec ses devoirs, chaque soir, et s'assurait qu'elle mangeait avant de faire ses propres travaux. Sa mère travaillait encore de longues heures, et il veillait à ce que tout reste en ordre lorsqu'elle n'était pas là. Si quelque chose, il travaillait encore plus dur maintenant. Il savait que son succès à l'école ne venait pas seulement des livres, il venait de tout ce que sa famille lui avait appris sur la résilience et le soin des autres. Le week-end, il retournait à la bibliothèque locale et empruntait de nouveaux livres comme il l'avait toujours fait. Il rapportait des magazines scientifiques pour sa sœur et préparait des repas simples lorsque sa mère était trop fatiguée. Richard proposait souvent son aide à la maison, mais Michael ne voulait pas tout changer. « C'est d'ici que je viens », avait-il dit un jour à Richard. « Et je ne veux pas oublier ça. » Richard comprit. Il respectait le désir de Michael de rester ancré. Michael avait maintenant un pied dans les deux mondes, et il apprenait à les équilibrer sans perdre qui il était. Au fil des mois scolaires, le nom de Michael commença à se répandre au-delà de sa classe. Les enseignants commencèrent à suggérer qu'il participe à des concours académiques. L'un des professeurs de sciences le recommanda pour un programme de recherche junior. Même le directeur de l'école le mentionna
lors d'un discours en assemblée. L'excellence ne se trouve pas seulement dans le passé ou la richesse, elle se trouve dans le dévouement et la curiosité. Michael fut appelé un jour au bureau du principal, non pas pour des ennuis, mais pour être félicité. « Tu as donné un nouvel exemple, » dit le principal, « pour nous tous. » Michael fut reconnaissant, mais ne laissa pas cela lui monter à la tête. Il continua à faire ce qu'il avait toujours fait, poser des questions, aider les autres et apprendre. Plus important encore, il continuait d'inspirer les autres, surtout les élèves qui ne croyaient pas pouvoir réussir à cause de leurs origines. Certains élèves commencèrent à lui demander des conseils pour obtenir des bourses. Un garçon dit « Tu me donnes envie de faire plus ». Cela signifiait plus pour Michael que n'importe quel prix. L'école avait changé, même légèrement. Les élèves devenaient plus ouverts et la collaboration se développait. Michael avait initié quelque chose sans vouloir être un leader, mais il en était devenu un. Il montra que l'intelligence n'avait pas de prix et que la gentillesse avait plus d'impact que la compétition. Même Étienne, bien que distant, fit moins de remarques et finit par remercier Michael. Après un projet de groupe, un début de reconnaissance. Michael ne réagit pas beaucoup. Il continua son chemin concentré sur ses objectifs, étudier, soutenir sa famille, rester proche d'Émilie et de Richard, et construire un futur pour aider encore plus de personnes. Le garçon qui avait calmé une fille en plein vol était devenu plus qu'un aide. Il était la preuve que le passé ne limite pas le potentiel et qu'une seule personne peut vraiment tout changer. 2 ans avaient passé depuis ce vol de Londres à Paris. Michael avait maintenant 9 ans et sa vie avait changé de manière inimaginable. Il vivait toujours dans le même quartier, marchait dans les mêmes rues, aidait sa sœur chaque soir, mais le jour, il était reconnu dans tout le pays comme l'un des esprits les plus prometteurs en sciences et innovation santé. À l'école, il n'était pas seulement un bon élève, il était parmi les meilleurs du pays. Ses travaux avaient été publiés dans des revues scientifiques pour jeunes, et certains professeurs d'université avaient même pris contact. Ce qui le distinguait vraiment, ce n'était pas seulement ses performances académiques. Inspiré par l'état d'Émilie et tout ce qu'il avait appris depuis le vol, Michael avait commencé à concevoir des outils et traitements à faible coût pour aider les enfants souffrant de douleurs nerveuses, notamment ceux en fauteuil roulant. Il collaborait avec des ingénieurs locaux, utilisant des matériaux simples pour développer des dispositifs pouvant être fabriqués dans des centres communautaires ou à domicile. L'un de ses projets les plus réussis était une enveloppe de refroidissement à partir de composants simples et peu coûteux pour calmer la douleur nerveuse dans les jambes. Il testait ses inventions sous supervision médicale et en faisait même don à des hôpitaux pour enfants. Émilie était toujours la première à essayer ses nouvelles idées, donnant un retour honnête et enthousiaste. Michael prenait des notes, ajustait ses prototypes et continuait à travailler. Il ne cherchait ni argent ni récompense, seulement à aider ceux qui n'avaient pas accès à des traitements coûteux. Richard observait tout cela avec fierté, soutenant discrètement le travail de Michael, au début fournissant un espace de laboratoire et organisant des réunions avec des experts, mais il savait qu'il était temps de passer à quelque chose de plus grand. C'est pourquoi il convoqua une réunion spéciale dans un grand bureau, au dernier étage d'un de ses immeubles, invitant Michael, sa mère, Émilie, et quelques collègues de confiance. Michael ne savait pas à quoi s'attendre, pensant qu'il s'agissait juste d'un point sur ses projets. Quand tout le monde fut assis, Richard se leva et dit « Michael, nous t'avons vu devenir quelqu'un de vraiment spécial. En 2 ans, tu as eu plus d'impact que la plupart des gens en une vie.
Aujourd'hui, je veux t'offrir quelque chose qui reflète cela. » Il fit une pause, puis continua. « Nous lançons une nouvelle fondation, une organisation d'1 milliard de dollars, dédiée à la recherche et à l'innovation en santé pour les enfants handicapés. Mais je ne veux pas que tu en sois seulement membre, je veux que tu participes à sa direction. » La salle se tut. Michael regarda confus. Richard sourit et expliqua. « Tu seras partenaire. Tu en auras une part dans la fondation, et tes idées orienteront nos actions. Tu ne seras pas qu'un nom sur un papier. Tu auras le pouvoir réel de décider de ce que nous finançons et de qui nous aidons. » Michael le fixa, ne sachant comment réagir. Sa mère assise à côté de lui se couvrit la bouche avec les mains, les yeux remplis de larmes. « Tu veux dire que mon fils en fera partie pas seulement comme aide ?» Richard acquiesça. Il l'a mérité. Madame Dupont ne put retenir ses larmes et prit la main de Michael. « C'est toi qui as fait ça, » murmura-t-elle, tout seul. Michael resta figé un instant, puis se tourna vers Richard. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il doucement. « Parce que tout a commencé avec toi, » répondit Richard. « Ce jour-là dans l'avion, tu n'as pas seulement résolu un problème, tu as vu ce que les autres ne voyaient pas. Tu as pris soin, tu as agi, et tu as persévéré. C'est le genre de personne que je veux à mes côtés. » Michael y pensa un moment. Il se souvint de toutes ces nuits, à lire tester ses idées, rédiger des plans, poser des questions. Il se rappela la première fois qu'il avait créé quelque chose qui avait soulagé Émilie, et à quel point elle avait été heureuse. Il regarda sa mère Émilie, puis Richard. « D'accord, » dit-il, « je le ferai. » Tout le monde dans la pièce applaudit, mais Michael ne pensait pas aux applaudissements. Il pensait à ce qui venait ensuite pas pour lui-même, mais pour les personnes qu'il pouvait aider désormais. Sa décision n'était pas motivée par l'argent, mais par le désir de faire plus. La nouvelle de la fondation et du rôle de Michael se répandit rapidement. Les journalistes arrivèrent, les titres furent écrits, et les gens partagèrent l'histoire sur les réseaux sociaux. Le garçon qui a aidé une fille dans l'avion maintenant partenaire, dans un empire de la santé, annonçait un titre. D'autres l'appelèrent génie enfant, prodige ou héros médical. Mais Michael se moquait des titres. Il vivait toujours dans le même appartement, accompagnait toujours sa sœur à l'école quand il le pouvait, et se rendait encore à sa vieille bibliothèque le week-end pour aider d'autres enfants. Interrogé sur sa célébrité, il répondit simplement « La renommée ne guérit pas la douleur, mais peut-être que mon travail, oui. » Il lança plusieurs projets communautaires, notamment pour apporter des kits scientifiques dans des écoles sous-financées et former des bénévoles à fabriquer ces enveloppes de refroidissement en série. Il donnait des conférences, mais toujours simplement. « Mes idées viennent de problèmes réels, » dit-il une fois, « pas de livres sophistiqués, mais de ma vie. » Les gens écoutaient parce qu'ils savaient qu'il était sincère. Il ne vendait pas un rêve, il le vivait. Malgré son influence grandissante, Michael ne perdit jamais le contact avec lui-même. Il visitait des écoles publiques pour parler de santé et d'innovation, organisait des ateliers pour enfants handicapés afin qu'ils testent ses inventions et donnent leur avis, rencontrait parents et enseignants, en prenant toujours le temps d'écouter. Émilie était souvent à ses côtés, montrant aux autres comment fonctionnaient les dispositifs et racontant leur histoire. La fondation se développa rapidement, attirant médecins, chercheurs et partenaires de haut niveau. Mais Michael resta très impliqué. Il insistait pour examiner chaque proposition et tester personnellement la plupart des solutions. Il n'oubliait jamais ce que c'était de n'avoir rien d'autre qu'une idée et le désir d'aider quelqu'un. Même maintenant, avec pouvoir et ressources, il croyait
que les meilleures idées venaient du cœur. Les personnes autour de lui commencèrent à changer aussi. Ses camarades autrefois hésitants suivaient maintenant son exemple. Plus d'élèves se portaient volontaires, rejoignaient ses projets et regardaient au-delà de l'argent ou du milieu social. Michael n'avait pas seulement changé sa propre vie, il changeait lentement la mentalité de tous ceux qui l'entouraient. Le garçon qui avait agi par instinct dans un avion, qui se sentait petit, dans une salle pleine d'élèves riches, était devenu quelque chose de bien plus grand, un leader non par force, mais par objectif. Il ne cherchait pas à prouver qu'il avait sa place. Il bâtissait quelque chose qui le montrait clairement. Sa mère, travaillant désormais moins grâce au soutien discret de Richard, regardait son fils avec une profonde fierté. Émilie, toujours confrontée aux défis de sa condition, restait sa plus grande source d'inspiration et sa plus proche amie. Richard, qui se sentait autrefois impuissant face à la souffrance de sa fille, voyait maintenant que le vrai pouvoir venait de l'inattendu d'un garçon au grand cœur et à l'esprit débordant d'idées. Le parcours de Michael se poursuivait, mais la voie était claire. Il ne marchait pas seul et ne le faisait pas pour lui-même. La fondation n'était que le début. Michael avait trouvé sa place ni dans le monde des riches, ni dans celui des pauvres, mais dans l'espace où se produit le vrai changement. Michael était assis à l'arrière d'un SUV noir, portant une chemise blanche, propre et un blazer bleu marine. Il se rendait à une nouvelle interview cette fois, pour l'une des plus grandes émissions matinales du pays. Au cours des derniers mois, son nom était apparu dans les journaux, sur les sites web et à la télévision nationale. Tout le monde parlait du garçon de 9 ans, qui était passé de laide à une fille en pleurs, dans un avion à la direction de grands projets d'innovation en santé. Les producteurs adoraient son histoire, non seulement parce qu'elle était inspirante, mais aussi parce qu'elle était réelle. Il n'était pas l'enfant d'une célébrité, ni né dans le privilège, mais venait d'un quartier ouvrier. Sa mère nettoyait des bureaux et travaillait dans des cuisines. Sa sœur étudiait à la lampe de poche quand la facture d'électricité était en retard. Pourtant, malgré tout cela, Michael avait créé quelque chose qui changeait le monde. Chaque fois qu'il s'asseyait devant une caméra, il répétait le même message. « D'où vous venez ne décide pas où vous allez. Je suis juste un enfant qui n'a pas abandonné. » L'animatrice dit « Elle n'est pas seulement ton amie, elle fait partie de ton histoire, n'est-ce pas ?» Michael hocha la tête immédiatement. « Émilie est la raison pour laquelle j'ai commencé tout ça, » dit-il. Elle souffrait. Personne d'autre ne savait quoi faire. Je ne savais même pas ce que je faisais à l'époque, mais j'ai essayé. Ce moment a tout changé. Émilie apparaissait souvent avec lui lors d'interviews ou d'événements. Lors de leur prochaine présentation publique, ils se tinrent ensemble, sur scène, lors d'une conférence nationale sur la santé. Ils présentèrent leur nouvelle invention, un dispositif portable à faible coût qui aidait les enfants en fauteuil roulant à gérer la douleur nerveuse chronique. Le dispositif utilisait des technologies simples, comme le contrôle de la température et une stimulation musculaire douce, mais il était conçu pour être peu coûteux, sûr et facile à utiliser. Michael avait travaillé étroitement avec des médecins, des ingénieurs, et même des enfants comme Émilie, pour s'assurer que cela fonctionnait vraiment. Lorsque la démonstration eut lieu, le public applaudit chaleureusement, mais ce qui rendait l'instant encore plus puissant était l'histoire derrière l'invention. L'invention attira rapidement l'attention internationale. Des universités demandèrent à Michael de parler lors de conférences ou de collaborer sur des projets. Des laboratoires d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Asie envoyèrent des courriels pour tester ou reproduire son dispositif. Mais le moment le plus marquant arriva lorsque Michael fut invité
à la Paris-Saclay. Un groupe d'investisseurs et de leaders technologiques organisait une présentation pour de jeunes inventeurs, et Michael avait été sélectionné pour présenter. Il voyagea avec Richard, sa mère et Émilie. Il se tint sur scène devant des centaines de personnes, certaines des plus riches et influentes dans le monde de la technologie. Pourtant, il n'était pas nerveux. Il avait préparé ses diapositives, apporté des échantillons du dispositif et répété comment l'expliquer clairement. Quand son tour arriva, il monta sur scène, salua le public et commença. Ce n'est pas une histoire d'argent ou de célébrité. C'est une histoire de douleur et de comment une idée simple a aidé quelqu'un que j'aime, et peut-être que cela pourra aider d'autres aussi. Il montra la science, le coup détaillé, le processus de test et l'impact. Quand il eut terminé, la salle se tut, puis tout le monde se leva et applaudit. L'ovation fut agréable, mais Michael ne se laissa pas distraire. Après l'événement, beaucoup vinrent lui serrer la main ou prendre des photos, mais il ramenait toujours la conversation vers le dispositif Émilie ou les communautés qu'il était destiné à aider. Il rappelait que ces outils n'étaient pas faits pour de grands hôpitaux ou des familles riches, mais pour des enfants qui n'avaient rien. Quand quelqu'un lui demanda s'il comptait devenir riche grâce à l'invention, il répondit honnêtement « Tant que les gens souffriront, mon travail ne sera pas terminé ». De retour à l'hôtel cette nuit-là, sa mère le serra fort dans ses bras. « Tu me rends toujours fier », dit-elle. Émilie sourit et ajouta « Tu es toujours le garçon avec l'extincteur ». Michael rit. « Et toi, tu es toujours la fille qui a cru en moi en premier ». La célébrité ne l'avait pas changé. Il passait toujours ses week-ends à donner des cours aux enfants du quartier. Il aidait encore sa sœur avec ses devoirs chaque soir. Même entouré de caméras et de journalistes, il restait proche de ses racines. Et c'était ce qui le distinguait des autres sous les projecteurs. À l'école, Michael continuait à être un modèle. Il ne se concentrait pas seulement sur ses propres notes. Il s'assurait que les autres avaient aussi les outils pour réussir. Il collaborait avec les enseignants pour créer des ateliers scientifiques et des programmes après l'école. Il utilisait une partie des fonds de sa fondation pour apporter ordinateurs portables et livres aux écoles qui en avaient besoin. Il lança un programme de mentorat où les élèves plus âgés aidèrent les plus jeunes, surtout ceux issus de quartiers défavorisés comme le sien. Il ne faisait pas cela pour la reconnaissance. Il se souvenait juste à quel point cela avait été difficile pour lui et ne voulait pas que d'autres souffrent en silence. Émilie, désormais plus forte et plus confiante, grâce aux années de soutien et de thérapie, l'aidait à organiser des événements. Les deux devinrent connus comme une équipe non seulement dans les médias, mais aussi dans la vie réelle. Ils visitèrent des hôpitaux ensemble, prenaient la parole lors d'événements et testaient de nouvelles idées côte à côte. Leur lien né de la douleur et de la confiance s'était transformé en quelque chose de puissant. Tous autour d'eux pouvaient le voir. Ils étaient la preuve que l'empathie et l'action pouvaient changer bien plus qu'une seule vie. L'histoire de Michael continua de se répandre. Des documentaires furent réalisés. Des écoles enseignèrent son parcours dans des leçons de motivation. Un journaliste le surnomma « le garçon au cerveau plein d'idées et au cœur rempli de buts ». Mais Michael ne se voyait pas ainsi. Lorsqu'on lui demandait ce que signifiait le succès, il mentionnait toujours sa mère, sa sœur Émilie, et même Richard, qui lui avait ouvert tant de portes. « Je n'ai pas fait ça tout seul, j'ai juste dit oui quand ça comptait. » D'autres inventions étaient en cours. L'une permettait aux enfants de communiquer par le mouvement des yeux. Une autre visait à améliorer la kinésithérapie dans les zones peu pourvues en ressources.
Michael ne voyait pas les problèmes comme des obstacles, mais comme des énigmes à résoudre. Il continuait à poser des questions, à étudier, tard, et à écouter les gens réels. Il s'assurait que chaque avancée soit liée à sa mission, soulager la douleur, apporter de l'espoir et améliorer la vie de ceux qui se sentaient oubliés. À travers tout cela, il resta gentil, curieux, et ne cessa jamais d'être l'enfant qui avait un jour essayé d'aider quelqu'un parce que personne d'autre ne le ferait. Ainsi le garçon autrefois jugé pour avoir utilisé un extincteur dans un avion était maintenant reconnu dans le monde entier comme un visionnaire, non pas parce qu'il cherchait l'attention, mais parce qu'il avait de l'empathie, du courage et la force de continuer. Il ne cherchait pas la célébrité, il voulait aider, et cela faisait toute la différence. Des salles de classe, au laboratoire des quartiers défavorisés, aux conférences internationales, la présence de Michael changeait la perception que les gens avaient des enfants, de la pauvreté et des possibles. Il montrait que le génie pouvait venir de n'importe où et que la véritable innovation commençait par le souci des autres. Mais même sous les projecteurs, avec les récompenses et les titres, Michael restait lui-même. Il continuait à parcourir les mêmes rues, à parler aux mêmes gens et à rester proche de ceux qui avaient cru en lui depuis le début. Émilie restait sa meilleure amie et sa motivation. Sa mère demeurait son exemple de travail et de force. Et le but qui le guidait depuis le premier jour, pour faire une réelle différence, restait inchangé. Pour Michael, le parcours n'était pas une question d'atteindre le sommet, mais d'emmener les autres avec lui. La scène était immense, construite au milieu d'un centre de congrès international, rempli de milliers de personnes. Les équipes de caméras étaient disposées à chaque coin. Des journalistes, venus du monde entier, couvraient l'événement. Des lumières puissantes éclairaient le centre où 3 personnes se tenaient côte à côte. Michael, portant maintenant un costume simple et une chemise blanche à côté de Richard et Émilie. Derrière eux, un écran géant affichait le nom de leur nouvelle fondation et la dernière version du dispositif sur lequel ils avaient travaillé si longtemps. Le lancement mondial de la fondation venait de commencer. Ce n'était pas seulement la présentation d'un produit, mais une déclaration, un nouveau départ. Parmi le public se trouvaient des scientifiques, médecins, étudiants, politiciens et familles. Michael prit une profonde inspiration. Son cœur battait vite, mais sa voix resta stable lorsqu'il s'avança vers le microphone. Il regarda la mère de visage, puis Émilie, qui lui fit un signe de tête. Il sourit et commença. « Il y a 2 ans, j'ai entendu une petite fille pleurer dans un avion et j'ai décidé de faire quelque chose que personne d'autre n'osait faire. » Il expliqua comment ce jour-là avait tout changé pour lui. Je ne connaissais pas grand-chose à la médecine ou à la science à l'époque. Je savais juste que quelqu'un souffrait et je voulais aider. Les gens pensaient que j'étais fou. On m'a même crié dessus, mais je m'en fichais parce qu'elle a cessé de pleurer. Il fit une pause et regarda Émilie, assise dans son fauteuil, juste à quelques mètres, les larmes aux yeux. Ce petit geste, continua-t-il, a déclenché une chaîne d'événements que je n'avais jamais imaginée. Il m'a fait entrer dans un monde auquel je n'appartenais pas, un monde de privilèges, de science et de pouvoir. Mais je n'ai pas oublié d'où je venais. Je viens d'un endroit où l'aide est difficile à trouver, où les gens souffrent en silence. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Pas pour vous impressionner avec la technologie ou des discours, mais pour vous rappeler une chose simple, l'empathie est plus puissante que l'argent. Le public écoutait attentivement beaucoup, hochèrent la tête, certains essuyaient déjà des larmes. Il présenta ensuite le nouveau dispositif, expliquant soigneusement son fonctionnement avec des mots simples et faciles à comprendre.
Ceci, dit-il en le tenant dans sa main, n'est pas une machine miracle. Elle ne guérira pas la paralysie, mais elle rendra la vie meilleure. Elle réduit la douleur, apporte du confort et surtout de l'espoir. Et elle a terme été conçue, au départ, non pas dans un laboratoire sophistiqué, mais dans un petit appartement, à côté de ma sœur, avec des livres d'une bibliothèque publique. La salle éclata en applaudissements. Nous l'avons rendue abordable exprès, continua-t-il, car chaque enfant, peu importe où il vit, ou combien ses parents gagnent, mérite de se sentir mieux. Il se tourna légèrement et fit signe à Émilie de venir à côté de lui. Elle roula jusqu'à lui et prit sa main. « C'est ma meilleure amie, dit-il, la première personne qui a cru en moi. Rien de tout cela n'existerait sans elle. » Émilie ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle regarda Michael les larmes aux yeux et serra sa main. Ce simple geste disait tout. Les applaudissements qui suivirent ne furent pas polis ou rapides. Ils grandirent et grandirent, remplissant tout le bâtiment. Les gens se levèrent, frappèrent des mains, longtemps et fort. Certains sifflèrent, d'autres acclamèrent et d'autres encore restèrent simplement debout, les mains jointes, émues et inspirées. Michael baissa les yeux un instant, submergé par la réaction. Mais lorsqu'il leva à nouveau la tête, il vit sa mère debout, au premier rang, souriant avec fierté. Sa sœur était assise à côté d'elle, applaudissant et riant, et à côté d'elle, Richard lui fit un pouce en l'air et lui murmura « Bravo ». Ce n'était plus seulement une question de dispositif, il s'agissait de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Michael était passé d'un enfant discret dans un appartement surpeuplé à se tenir sur une scène mondiale, mais il n'avait oublié aucune partie de ce parcours. Et maintenant, cette histoire donnait de la force à des millions de personnes. Après que les applaudissements se soient calmés, Richard s'avança, posa une main sur l'épaule de Michael et dit dans le microphone « Voici l'avenir ». Pas seulement la technologie, mais le leadership par la compassion. Michael n'est pas seulement un inventeur. Il nous rappelle que le courage change tout. Des photos furent prises de Michael et Émilie, ensemble riant et répondant aux questions. Beaucoup de gens voulaient l'interviewer, proposer des partenariats ou l'inviter à d'autres événements internationaux. Mais Michael resta concentré. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, il passa du temps avec sa famille et Émilie loin des caméras. Il parla avec sa mère des prochains projets communautaires qu'il voulait lancer. Il rappela à sa petite sœur de finir ses devoirs. Il s'assit par terre et planifia un camp scientifique gratuit pour les enfants des quartiers défavorisés. La célébrité n'avait pas changé ses objectifs, elle ne faisait que lui offrir plus de moyens pour les atteindre. Émilie restait sa plus grande source de motivation, et leur lien continuait de se renforcer. Ils disaient souvent qu'ils étaient comme des frères et sœurs maintenant, non pas par le sang, mais par tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Richard les soutenait à chaque étape, veillant à ce qu'ils disposent des ressources et de la protection nécessaire, sans jamais leur retirer leur liberté de diriger. Au fil des semaines, la Fondation commença son déploiement mondial. Des hôpitaux dans différents pays reçurent le dispositif. Des programmes de formation furent lancés. Michael participait à chaque réunion, à chaque décision. Il refusait d'être juste le visage du projet. Il voulait rester impliqué dans les détails. Il continuait d'apprendre, d'étudier et d'écouter les retours des familles et patients réels. Les écoles commencèrent à enseigner son parcours. Les jeunes enfants du monde entier commencèrent à croire qu'eux aussi pouvaient faire la différence. Certains lui envoyèrent de même des lettres disant « Je veux aider comme toi » ou « Tu m'as fait croire que je pouvais faire quelque chose de bien ». Michael
lut chacune d'elles et répondit à beaucoup. Il savait que l'impact ne résidait pas dans ce qu'il possédait, mais dans ce qu'il faisait ressentir aux autres. Son objectif n'était jamais seulement le succès personnel, mais d'élever les autres, prouvant que le véritable changement commence par le soin et l'attention. Le dispositif était devenu un symbole, mais Michael lui-même était devenu quelque chose de plus, la preuve qu'un acte de gentillesse pouvait se transformer en un héritage d'espoir. Ainsi, lors du lancement mondial de la Fondation et du nouveau dispositif, lorsque Michael se tenait sur scène, aux côtés de Richard et Émilie, ce n'était pas seulement le lancement d'un produit, mais le début d'un mouvement. Michael raconta au monde comment un simple choix d'agir et d'aider avait conduit à tout ce qui avait suivi. Il rappela à tous que n'importe qui, même un enfant d'un quartier pauvre, sans outils, ni titres spéciaux, pouvait changer des vies. Les applaudissements, les interviews, les partenariats avaient leur importance, mais aucun ne comptait plus que la petite fille qui avait pleuré dans l'avion, le garçon qui avait eu assez de cœur pour l'aider et le lien qu'ils avaient construit. Émilie, tenant toujours sa main, se tenait fière et émue. Michael, désormais, reconnu non seulement comme un étudiant brillant, mais comme un leader mondial, avait trouvé son but. Et lorsque les lumières s'éteignirent et que le public se leva une fois de plus, le message était clair. Un moment d'empathie peut déclencher un changement pour toute une vie. Le parcours qui avait commencé par un petit geste s'était transformé en une famille, une fondation et un héritage. Enfin, nous arrivons à la fin de cette histoire. Je suis extrêmement heureux que vous soyez arrivés jusqu'ici. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Commentez ci-dessous ce que vous en avez pensé et quelle a été la meilleure ou la pire partie. N'oubliez pas de vous abonner.